Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde une assez grosse news qui vient de tomber. Donc, c'est tombé la semaine dernière. On a Google qui annonce Turbo Quant. Et donc, apparemment, c'est un nouvel algorithme de compression qui permet de réduire euh, la mémoire utilisée par les LLM de 6 fois et qui permet d'avoir des résultats 8 fois plus rapides. Et c'est ça qui est très important. Ils disent que ces gains de performance ne résultent dans aucune perte de précision dans la réponse des modèles. Donc, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. 6 fois moins de mémoire, vitesse 8 fois plus élevée. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que TurboQuant, qu'est-ce que c'est que le Key Value Cache dont il parle dans l'annonce, pour voir un petit peu à quel point ça, je pense, que ça va peut-être vraiment révolutionner la manière dont les modèles d'IA vont être exécutés dans les mois, les années qui viennent. Alors, là, je vous montre l'article de Google. Alors, qu'est-ce que c'est TurboQuant? Euh, En fait, il faut comprendre que dans les LLM, donc Large Language Models, c'est les modèles que vous utilisez d'OpenAI, de Anthropic, Gemini, de Google et autres, ce sont des LLM. Et en fait, là, TurboQuant, ça va concerner la partie inférence des modèles. L'inférence, c'est l'exécution du modèle. C'est ce qui fait suite. Il y a d'abord l'entraînement des modèles, et ensuite il y a l'inférence. Donc c'est quand vous posez des questions au modèle pour qu'il puisse vous répondre. Et ben, il va avoir le modèle qui tourne et qui va générer des tokens pour la réponse. Euh, Ces modèles, ils génèrent les tokens les uns après les autres. Donc, quand vous avez une phrase qui apparaît dans le chat, en fait, le modèle va calculer un mot après l'autre la réponse qu'il va vous donner. Euh, et en fait, pour être capable de déterminer quel est le prochain mot qui doit vous répondre, il faut qu'il puisse avoir le contexte de tout ce qui a précédé dans la phrase, en fait. Parce qu'un mot comme ça, pris isolément, ne veut pas dire grand-chose. Un mot peut avoir plein de sens différents en fonction du contexte dans lequel on l'utilise. Donc, pour avoir en permanence en mémoire ce contexte de pour quelle raison ce mot arrive à un moment donné dans la conversation, il faut garder en mémoire en gros les mots précédents, les phrases précédentes. Et c'est de ces informations-là qui sont stockées dans ce qu'ils appellent le Key Value Cache. Donc en fait, c'est juste une technique qui permet d'optimiser l'inférence et de ne pas avoir à repartir depuis tout le début en fait. Si on veut faire une analogie, quand vous êtes en train d'écrire un livre, mettons vous écrivez un livre, pour écrire la suite de votre phrase, le prochain mot, vous avez en mémoire les pages qui ont précédé en fait. Euh, et les langages, les LLM, c'est pareil. Mais pour éviter d'avoir à garder la totalité il ne faudrait pas qu'il ait à relire la totalité du livre pour calculer le prochain mot. Donc bref, ils ont ce système là de Key Value Cache qui permet de stocker un peu les informations sur le contexte de l'inférence. Et en fait, tout ça, ça consomme quand même beaucoup de mémoire. Parce qu'en fait, ils stockent des vecteurs à l'intérieur. Donc
bon, je ne pourrais pas vous expliquer précisément comment ça fonctionne, mais c'est ces vecteurs-là qui permettent de stocker les informations, qui permettent ensuite de vous répondre. Et en fait, du coup, il y a déjà eu, bien sûr, beaucoup de travail pour essayer d'arriver avec des algorithmes qui permettent de réduire la taille en termes de mémoire de ces vecteurs. Mais souvent, ça résulte en une perte, une dégradation de la qualité de la data. Et voilà, et on est obligé, donc on a des algorithmes qui optimisent la taille de ces vecteurs, mais de toute façon, il faut énormément de mémoire pour ce cache, et on a une perte de qualité de la donnée. Donc là, TurboQuant, en fait, c'est plusieurs techniques algorithmiques qui permettent de réduire significativement la taille de ces vecteurs. Et donc, premièrement, on évite le problème de ce key value cache qui est très très vite rempli et qui n'a plus de place. Donc, quand il est plein, en fait, ça ralentit l'inférence. Et comme les vecteurs sont plus petits, c'est plus facile d'identifier des similitudes entre vecteurs. Donc, la réponse du modèle va être encore plus rapide. Donc, c'est ce qu'ils annoncent en fait dans le tweet. Ils disent beaucoup moins de mémoire utilisée et réponse beaucoup plus rapide. Donc voilà, ils expliquent un petit peu ensuite dans la suite de l'article comment ça fonctionne. C'est assez intéressant. Bon, ils ne rentrent pas trop dans le détail dans cet article, mais il y a un papier qui a été vraiment publié par les deux chercheurs. Et je vous mettrai le lien de toute façon de tout ça en description. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer un peu 2-3 analogies qu'ils font dans l'article. Alors, donc là, ils expliquent ce que je viens de vous dire par rapport aux algorithmes de compression des vecteurs. Ce qui est intéressant ici, c'est PolarQuant. Donc PolarQuant, c'est quoi la différence par rapport à TurboQuant? En fait, PolarQuant, c'est l'une des 3 méthodes dont je vous parlais là, qui est globalement utilisée par TurboQuant. Et en fait, PolarQuant, qu'est-ce que c'est? Polar, en fait, alors là, est-ce que je voulais vous le mettre en français? Polar, ça vient en fait du système de coordonnées polaires. En fait, traditionnellement, dans les modèles actuels, les vecteurs sont exprimés dans un système de coordonnées cartésien, en fait. C'est le système qui est généralement le plus familier à tout le monde. C'est le système qu'on apprend à l'école. Donc en fait, on a une représentation graphique comme ça, avec 2 axes qui sont perpendiculaires. Ici, on a l'origine, et chaque point est identifié par des coordonnées XY. Donc tout point peut être défini par des coordonnées XY. Et en fait, on peut faire exactement pareil avec une 3e dimension Z. Et là, chaque point sera désigné par une coordonnée X, Y, Z. Et en fait, du coup, les vecteurs utilisés dans ces modèles, ils sont exprimés de cette manière, avec des coordonnées cartésiennes. Et donc là, avec PolarQuant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont transformer les coordonnées cartésiennes des vecteurs dans un autre système de coordonnées appelé les coordonnées polaires. Donc qu'est-ce que c'est que les coordonnées polaires? En fait, c'est juste une autre manière d'indiquer la position d'un point dans l'espace. En fait, ici, on ne va pas désigner sur le schéma que je vous montre là la position du point M en indiquant quelle est la valeur X, quelle est la valeur Y, puisque ça, ce serait le système de coordonnées cartésiennes. On va
d'écrire plutôt avec une distance par rapport à l'origine, c'est le rayon du cercle, et un angle du cercle. Donc, vous voyez, on peut aussi décrire un point de cette manière, en fait. C'est ça le système de coordonnées polaires. C'est pas une nouveauté, ça, hein. Vous pourrez lire la page Wikipédia, je vous mettrai le lien. C'est une autre manière de désigner des points dans l'espace. En fait, apparemment, en faisant cette technique, plus d'autres choses, hein, mais en fait, voilà, ils convertissent les coordonnées cartésiennes dans des coordonnées polaires, ce qui derrière, apparemment, résulte dans une plus grande prédictibilité, si ce mot existe, des coordonnées, en fait. Donc, apparemment, c'est plus simple de les calculer. Et donc, en fait, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir des vecteurs beaucoup plus petits et sur lesquels on peut faire des opérations mathématiques beaucoup plus rapides. Donc, en fait, c'est avant tout TurboQuant de la recherche fondamentale publiée par ces deux chercheurs là, chez Google. Ils ont publié le papier là. Donc là, bon, ça devient vraiment des mathématiques plutôt de haut niveau. Et donc en fait, ça ne concerne pas uniquement... Enfin, il y a des applications dans plusieurs domaines. Là, il y a une application vraiment immédiate dans le domaine de l'IA, mais il peut y avoir des implications aussi dans d'autres domaines. Et juste, je voulais, excusez-moi, revenir rapidement sur le système de coordonnées hein, que je vous expliquais. Une analogie qu'on peut faire, c'est quand vous demandez la direction à quelqu'un, cette personne pourrait vous répondre en disant il faut aller deux pâtés de maison au nord, ensuite quatre pâtés de maison à l'ouest, et ensuite c'est au troisième étage du bâtiment, en fait. Donc vous voyez, on est obligé de donner ces trois instructions, alors qu'en réalité, une autre manière de faire, ça pourrait être, si on aperçoit le bâtiment d'où on est, juste de le pointer du doigt. Donc en fait, on a une direction et une distance à vol d'oiseau. C'est juste un système de coordonnées différent qui a plus d'efficacité mathématique. Donc oui, ils ont utilisé ça sur plusieurs LLM pour tester s'il y avait vraiment des gains de performance. Et apparemment, ils l'ont testé sur Mistral. Et en fait, c'est ça qu'ils observent. Hein. Ils observent une réduction de la taille de la mémoire nécessaire de 6 fois moins de mémoire et des gains de vitesse x8 sans perte de qualité des réponses. Donc c'est assez incroyable. Et apparemment, en fait, comme en fait, c'est open source, ils publient ça, c'est un papier de recherche. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de mettre en place ces techniques sur leur modèle et qui apparemment obtiennent d'ores et déjà des résultats de l'ordre de ce qui est annoncé par Google, là. Donc, qu'est-ce que ça va faire Ça va augmenter drastiquement en fait tous ces data centers. Ils vont très vite pouvoir potentiellement réduire leurs coûts. En fait, pour le même service, si l'inférence est 8 fois plus rapide et qu'elle utilise 6 fois moins de mémoire, en termes de coûts, ça va être extrêmement significatif. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser cette réduction des coûts pour éventuellement baisser le coût de leurs API, ou est-ce qu'ils vont s'en servir pour augmenter la puissance avec le même prix? On va voir, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que
on arrive à avoir des optimisations purement mathématiques en fait sur les algorithmes qui permettent d'obtenir, enfin de faire de l'inférence sur des modèles à coût réduit. Et en fait, aujourd'hui, pour être capable de faire de l'inférence, il faut être quand même avoir des moyens financiers assez importants parce qu'il faut avoir des énormes volumes de cartes graphiques, c'est très très cher. Euh, Là, avec ce genre d'avancée, peut-être que ça va rendre accessible aussi l'inférence à un plus grand public. Peut-être que des entreprises de taille moyenne pourront commencer à faire peut-être de l'IA en local, de l'inférence en local, plutôt que de voilà, s'appuyer sur des services cloud chez les grands providers d'IA. C'est assez impressionnant. Donc, écoutez, voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous expliquer le plus clairement possible ce que c'est que TurboQuant. En tout cas, c'est plutôt cool de la part de Google, je trouve, de partager ça. Mais ils le font hein, sur beaucoup de sujets. Ils contribuent vraiment à la recherche fondamentale et ils ouvrent ça à tout le monde. Donc, c'est assez chouette. On va voir un petit peu concrètement comment ça se traduit dans les, alors peut-être pas dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans l'année qui vient. Est-ce qu'on va observer une baisse significative euh, du prix de l'IA ou est-ce que ça va servir à augmenter la puissance ou autre chose? On verra. En tout cas, bah, écoutez, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à apporter les informations complémentaires aussi si vous voulez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, pouce vers le haut et à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.